Bonjour à tous. Cet après-midi, nous recevons Monsieur Tristan Mendès-France, enseignant au CELSA, maître de conférences associé à l'Université Paris Diderot. Monsieur Mendès-France, vous êtes depuis 2008 intervenant à l'École des hautes études en sciences de l'information et de la communication sur les nouvelles cultures numériques. Vous êtes également blogueur, essayiste et réalisateur. Avec vous, nous allons pouvoir nous attarder sur la présence des groupuscules d'extrême droite sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Cette présence s'accompagne le plus souvent d'une stratégie de communication particulière, à la fois dans le choix des contenus, le choix du réseau, le plus adapté à la diffusion, et le public ciblé. L'évolution des techniques du numérique et de l'information nous invite à réfléchir sur l'arsenal juridique actuellement à notre disposition pour lutter contre les groupuscules d'extrême droite et à l'adapter à ces innovations propres à notre époque. Nous allons pouvoir également échanger sur l'aspect culturel et sociologique de ces groupuscules. Afin de démarrer, je vous soumets plusieurs questions liminaires auxquelles vous aurez la possibilité de répondre au cours d'un exposé d'une quinzaine de minutes, si ça vous convient. On assiste aujourd'hui à une utilisation exponentielle des outils numériques par les groupuscules d'extrême droite afin d'inonder les réseaux de leur idéologie incitant à la haine et à la violence. Quelles sont les pratiques des groupuscules sur les réseaux, les supports qu'ils privilégient, le public visé ou les publics visés et la spécificité de leur utilisation? Observez-vous une évolution dans la manière dont ces groupuscules s'approprient les outils du numérique? Ces groupes relaient abondamment des fausses nouvelles et des théories complotistes. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'ampleur de ce phénomène et la manière, à votre avis, de le combattre plus efficacement? Un outil de signalement, Pharos, a été mis en place depuis 2016 afin notamment de permettre de dénoncer l'expression du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie. Cet outil vous paraît-il suffisamment efficace pour lutter contre la diffusion de contenus appelant à la haine et ou à la discrimination? Et quels outils numériques, institutionnels ou humains pourraient être mis en place pour rendre cette lutte plus efficace? Je vous remercie. Merci pour cette invitation. Je vais essayer de répondre au mieux aux différentes questions que vous avez soulevées. Je n'aurai pas de réponse à tout, notamment sur le volet des propositions. Là, il faut que je sois très précautionneux sur ce que je vais pouvoir vous dire. Quoi qu'il en soit, je vais essayer peut-être d'être le plus utile pour vous en essayant effectivement d'écrire peut-être une partie des nouveaux usages, notamment poussés par les jeunes générations, qu'on peut identifier en gros à l'extrême droite en ligne. Et peut-être en propos liminaire, insister sur le fait, et je pense que d'autres intervenants avant moi ont eu la même précaution que moi, qui est de dire qu'évidemment il y a toujours un souci, un problème de périmètre, de délimitation du sujet qu'on va évoquer, enfin, que je vais évoquer là maintenant. L'extrême droite est un terme assez vaste. Les spécialistes, d'ailleurs, ne sont pas tout à fait d'accord sur le périmètre exact. Et moi, je vais vous parler en plus d'une mouvance un peu plus spécifique qui est de l'extrême droite en ligne, qui n'est pas forcément représentative de l'extrême droite traditionnelle telle qu'on l'entend. Si j'ai le temps, si je peux, je vais essayer surtout d'identifier ou de décrire ou de dépeindre le profil, notamment des toutes nouvelles générations qui arrivent sur le marché aujourd'hui et qui sont porteurs de pratiques et d'usages qui sont assez déroutants et qui me semblent assez importantes de baliser aujourd'hui parce qu'elle est porteuse, à mon avis, de l'extrême droite et de l'extrême droite qui vient. En tout cas, des pratiques qui vont faire surface et qui commencent déjà un peu à faire surface. Alors, quand on parle de l'extrême droite sur Internet, il y a plusieurs termes qui viennent à l'esprit. Qui sont aussi des termes très discutés, mais pour qualifier en tout cas cette nébuleuse, cet activisme en ligne de l'extrême droite, on parle souvent de fachosphère, qui n'est pas un terme scientifique, j'entends bien. On parle aussi de réacosphère, de réinfosphère, qui sont des terminologies, encore une fois, utilisées par certains spécialistes, mais décriées par d'autres. La patriosphère aussi, qui est un terme qui a pour avantage d'avoir été employé par Marine Le Pen elle-même, donc bon, un certain poids. Quelle que soit, en tout cas, la dénomination et encore une fois le périmètre qui va être difficile à tracer, encore une fois, je vais être assez descriptif sur certains aspects de cet activisme en ligne, il repose, en tout cas, cette mouvance hétéroclite, repose essentiellement sur une myriade à la fois de sites, de blogs, de pages, de profils sociaux, de chaînes YouTube, de groupes, de forums, de services de messagerie,
à l'intérieur de laquelle on retrouve disons, une trace évidente des courants traditionnels de l'extrême droite, tels que des spécialistes en moment ont dû baliser auprès de vous, sur les néoconservateurs, les ultralibéraux, les identitaires, les nationalistes, les catholiques traditionnalistes, les intégristes, bref, toutes les familles du courant de pensée de l'extrême droite aujourd'hui en France sont représentées évidemment en ligne, mais elles ne font pas bloc. Il n'y a pas une unité évidemment d'action en ligne sur les plateformes numériques. Mais il y a des convergences opportunistes en fonction des sujets, des enjeux de l'actualité. Dans les sites les plus influents de cette nébuleuse qu'on pourrait qualifier de fachosphère en France, il y a quelques sites qu'il ne m'est pas agréable de citer parce que ça leur fait un peu de publicité, mais bon, il faut quand même illustrer un peu le propos. Il y a plusieurs sites donc, qui sont influents dans cet univers de la fachosphère. Il y a évidemment Égalité et Réconciliation de M. Soral, qui est visiblement le premier blog politique français au niveau de l'audience, qui doit être entre 5 et 7 millions de visiteurs par mois. C'est pas quelque chose de marginal, c'est une vraie plateforme. Après, il y en a plein d'autres, Nouveau Presse, F de Souche, Polémia, Riposte Laïque, Boulevard Voltaire, il y en a des centaines. D'autant que, là, je vous parle de ce qu'on appelle la fachosphère francophone, qui n'a pas de frontières. Et on a des sites belges particulièrement influents en France, des sites canadiens aussi, francophones, qui peuvent aussi avoir une certaine audience. Donc on est vraiment dans une internationale, en tout cas, de sites qui ont une certaine traction dans cette nébuleuse de la fachosphère, en gros. Cette nébuleuse, en tout cas de l'extrême droite, encore une fois, je resterai toujours un petit peu vague sur la délimitation de cet objet dont je vais vous parler, même si après je serai un peu plus spécifique quand je vous parlerai un peu plus des jeunes militants d'extrême droite en ligne, utilise de façon privilégiée ces plateformes numériques, alors de façon assez simple pour l'instant, pour diffuser leurs idées évidemment, pour recruter des populations, pour renforcer leur communauté, quelle que soit leur communauté, pour se mobiliser sur des actions évidemment spécifiques, pour mutualiser et échanger avec différentes mouvances, des mouvances internationales, créer des passerelles, évidemment, et puis évidemment aussi pour contourner les médias sur lesquels ils n'ont pas accès, et ça correspond d'ailleurs pas mal à leur fantasme et à leur discours anti-médias, anti-système. Donc c'est d'une pierre deux coups, ils profitent de ces plateformes pour s'exprimer, et c'est aussi une façon de dire, justement, on évite cette intermédiation, ou on évite, disons, les médias pour s'exprimer, on parle directement aux internautes, avec une sorte de fantasme encore de démocratie un peu directe. Dernier avantage de ces espaces numériques, évidemment, c'est l'un des problèmes évidemment qui vous concerne ici particulièrement, c'est la régulation de ces espaces. Et cette régulation de ces espaces numériques est extrêmement complexe. Et pour en rester peut-être à un seul exemple qui montre les limites auxquelles sont confrontés à la fois la justice et les législateurs aujourd'hui, je prendrai juste un exemple qui est probablement l'un des sites les plus abjects de cette mouvance nébuleuse d'extrême droite en ligne, derrière qui on trouve un personnage qui s'est exilé au Japon aujourd'hui, dont peut-être certains d'entre vous ont déjà, certains intervenants avant moi ont probablement mentionné le nom, qui s'appelle Boris Lelay. Et ce site, ça m'écorche encore une fois de dire son nom, mais enfin, je dois bien le citer, donc c'est Démocratie participative, qui est donc cet individu donc, a été condamné par la justice française à de la prison ferme, et le site a été condamné également à être bloqué sur le territoire français. Alors, outre le fait donc, que cet individu s'extrait à la sanction pénale, tout simplement en évitant de fouler le sol français, ce site-là, malheureusement, reste accessible aujourd'hui, malgré le fait que la justice ait mis sur place un dispositif qui empêche qu'on accède à ce site via certains canaux. Mais ce site reste accessible malgré le fait également que Google ait été obligé de déréférencer ce site. Ça veut dire qu'on ne peut pas y accéder en cherchant ce nom
sur le moteur de recherche Google. Malgré tout, donc, ce site reste accessible, tout simplement parce qu'il suffit au créateur de ce site de changer le lien, l'URL de cette adresse, tout simplement, et notamment l'extension qui suit l'adresse de ce site internet particulièrement hystériquement abject et toxique. Et deuxième chose, et là c'est peut-être un petit point anecdotique, mais que je trouve assez surprenant, c'est que ce site, s'il n'est plus accessible via Google, si on le cherche sur Google, il est malheureusement accessible, donc ce site de Boris Lelay, sur d'autres moteurs de recherche, et notamment un moteur de recherche qui est apparemment vu favorablement par l'administration française, qui s'appelle Qwant, qui est un moteur de recherche français, qui est un moteur de recherche tout à fait respectable et qui respecte notamment les données personnelles. Malheureusement, si vous tapez démocratie participative dans le moteur de recherche, le premier résultat sur cette plateforme est ce fameux site dont je vous parle à l'instant. Donc, quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il est... tout le monde le sait, mais enfin, en tout cas, on voit bien qu'on est sur un espace qui est extrêmement difficile de réguler et de contrôler, du moment qu'on joue sur le fait que la législation française a une base territoriale et que le web, lui, n'en a pas. Problématique qui existe depuis de nombreuses années, mais on est confronté particulièrement quand on parle au discours haineux et d'extrême droite particulièrement. Ben, évidemment, eux, c'est un espace qui leur est effectivement particulièrement favorable. Alors, je vous parlais de cette nébuleuse, elle est effectivement compliquée aujourd'hui à identifier pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle n'a plus de frontières, parce que les partenariats qui se tissent peuvent être encore une fois transnationaux. Il peut y avoir des partenariats ponctuels, de gens qui n'ont pas les mêmes agendas idéologiques, mais qui peuvent, à un moment donné, se coordonner sur une action spécifique. Des associations opportunistes. Il y a dans cet écosystème-là aussi différents acteurs avec de différentes natures qui viennent jouer dans cet espace-là. On a des acteurs étatiques, on a de forts soupçons d'ingérence, d'agences pro-russes qui, elles, chercheraient à soutenir, accentuer la visibilité de certaines propagandes qui font irruption dans cette fachosphère. Mais on a aussi, ça c'est l'article de ce matin dans Le Monde qui le révèle, on a des milliardaires américains, la famille Mercer, qui est assez connue, une famille qui soutient les mouvances d'extrême droite un peu partout en Europe, et qui soutient soit des initiatives en ligne, soit des individus. Les Mercer sont connus notamment à travers cette polémique et ce scandale du Cambridge Analytica aux États-Unis, de cette fuite et cette exploitation de données. La famille Mercer aux États-Unis, qui est favorable à Trump aussi, était liée à cette affaire-là. Bref, on les retrouve aussi. Donc il y a des acteurs américains, des milliardaires américains qui, eux, peuvent aussi essayer d'influencer et d'influer dans influer cet espace, encore une fois, particulièrement dérégulé, que recouvre cette fachosphère. Et puis dedans, on a évidemment des politiques, des acteurs politiques, des militants, et de simples internautes qui ont une inclinaison idéologique. Donc tout ça fait que, évidemment, quand on parle de la fachosphère, de cette extrême droite en ligne, encore une fois, on est dans un espace qui n'a pas de centre, qui est décentralisé, qui relève un peu, si ça vous parle, de mouvances décentralisées à la Anonymous en ligne, ou les Gilets jaunes aujourd'hui, qu'il est difficile de quantifier, comme il est difficile d'identifier les demandes de ces mouvances, parce qu'elles sont diverses et variées, des fois même contradictoires. C'est la même chose pour cette nébuleuse d'extrême droite en ligne. Reste que je peux peut-être identifier trois modes d'opération, trois modes opératoires, disons, de cette mouvance. Ce n'est pas propre uniquement à cette mouvance, mais particulièrement. Et il y a peut-être trois niveaux d'action de cette mouvance. Le terme guerre est un peu fort, mais bon, c'est juste pour la formule. Il y a une guerre à la fois sémantique, sémiologique et une guerre de l'information. Une guerre ou un combat, si vous le souhaitez, en tout cas un combat sémantique sur les mots, un combat sur les mots. Ça, c'est un combat traditionnel de l'extrême droite, mais ils vont essayer de s'approprier certaines terminologies, la pousser en ligne, le terme rémigration, s'approprier des termes comme le globalisme, qui a une signification très particulière dans cet écosystème-là, le terme même patriote, tout simplement, il cherche à être accaparé par ce milieu-là en ligne. Et puis on a des inventions, des termes comme, alors là je passe un peu du coq à l'âne, mais il y avait
pendant la primaire de droite avant la dernière présidentielle, on avait cet épisode où l'extrême droite de la fachosphère avait poussé un terme qui était Ali Juppé pour décrédibiliser le candidat Alain Juppé dans la primaire de droite, et donc pour souligner le fait qu'il était pro-migrant ou pro-islam, entre guillemets, ils avaient poussé un terme qui était Ali Juppé. Donc là, c'est de la guerre, encore une guerre des mots, une guerre sémantique, qui est évidemment une vocation de propagande flagrante et évidente. Sémiologique, une guerre sémiologique, donc des signes cette fois-ci. Et là, c'est les mêmes, l'utilisation extensive d'un élément culturel propre à cette culture en ligne de l'extrême droite, de cette nouvelle génération qui arrive, c'est l'utilisation avec beaucoup d'agilité de ce qu'on appelle les mèmes. Donc les mèmes, c'est soit des images, soit des motifs qui sont chargés idéologiquement et qui sont un vecteur très digeste pour les jeunes générations. C'est quelque chose qui parle énormément aux jeunes générations. Dernier volet, évidemment, de cette action, la guerre de l'information, classique, traditionnelle, qui là essaie de pousser une information, une fausse information, une infox, une fake news, par différents moyens, dont, d'ailleurs, je vais peut-être mentionner deux aspects. Il y a ce qu'on appelle l'astroturfing, qui est un terme qui a une certaine popularité en ligne et qui signifie simplement le fait de simuler ou d'essayer de créer l'illusion d'une foule spontanée en ligne, en cachant évidemment la coordination qu'il y a derrière. Et donc, pour donner l'illusion de foule, donc on peut multiplier les comptes, multiplier les faux comptes, alimentés par des individus ou par des bots, des choses automatiques, automatisées. Et bref, ça permet de faire monter un peu du contenu en visibilité. Et de façon concomitante, c'est une action qui également a un impact significatif sur cet écosystème des algorithmes, qui est absolument central, sur lequel je dirai un tout petit mot tout à l'heure, parce que cette extrême droite en ligne connaît ou est familière, disons, de ces algorithmes, c'est les utiliser, les tromper peut-être, les optimiser à leur bénéfice. Et ça, c'est quelque chose qu'eux font mieux que d'autres, malheureusement, en ligne. Alors maintenant, pour ce qui est de peut-être focaliser un petit peu sur cette nouvelle génération qui arrive, avec un profil assez déroutant en ce qui me concerne, et qui ne correspond pas forcément à l'image traditionnelle qu'on a de l'extrême droite, qu'on connaît en France depuis de nombreuses années maintenant. Et je tracerai pour moi une origine un peu particulière à ces profils en ligne aujourd'hui. Et pour ma part, je pense qu'ils sont une déclinaison, où ils ont un lien généalogique avec ce qu'on appelle l'alt-right américaine. L'alt-right américaine, qui est une mouvance qui est apparue effectivement en ligne aux États-Unis, aux alentours de 2010 peut-être, et qui est une mouvance alt-right, qui veut dire la droite alternative, mais qui regroupe une sorte de droite radicale, mais assez originale, qui ne repose pas uniquement sur les canons traditionnels de l'extrême droite tels qu'on pourrait la voir, mais qui est un mélange composite qui peut être assez déroutant, et qui est lié notamment à son origine. Et son origine, l'origine de cette alt-right, ou disons sa traction, sa visibilité, sa mise en orbite, s'est faite à travers deux sites mythologiques de la culture numérique et du web, mondial et américain d'abord, deux sites qui sont vraiment des sites extrêmement importants dans l'histoire du web mondial, 4chan.org, 4chan.org, et un autre forum qui permet de partager du contenu anonymement, qui s'appelle Reddit. Ces deux plateformes-là ont mis en orbite véritablement l'alt-right américaine, et ces deux plateformes-là, à l'origine, étaient encore une fois l'un des poumons culturels du web. C'était eux qui dictaient un peu les modes, les écoutes et les coutumes dont on en voit un peu la fin aujourd'hui quand on est un utilisateur un peu lointain. C'est vraiment des trendsetters, comme on dit, je suis désolé pour l'anglicisme, donc qui fixent vraiment les modes et les usages. Et c'est donc
sur ces deux grosses plateformes que l'alt-right a commencé sa récupération, a essayé de récupérer certains de ces forums. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails, c'est certains forums de ces sites-là, mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Et c'est notamment la droite suprématiste blanche qui, elle, à la première, pénétré ces deux grands sites pour essayer de convaincre justement ceux qui étaient familiers de ces cultures numériques déjà sur place. Et c'est cette jonction, je crois, qui a pu se faire sur ces deux sites-là entre une culture d'extrême droite et une culture numérique, des nouveaux usages, des nouvelles tendances, des nouvelles pratiques, des nouvelles références, des nouveaux codes. Je pense que cette jonction s'est faite là autour de 2010 sur ces deux principales plateformes. C'est une véritable soupe numérique à l'intérieur de laquelle maintenant certains profils commencent à faire surface et dont je ne peux que vous donner quelques aperçus sur ce qu'ils peuvent agréger comme contenu, à la fois de valeurs d'extrême droite traditionnelle, mais pas que. Alors dedans, on trouve pêle-mêle, de façon cumulée ou pas, alors la haine, un discours anti-système, un discours complotiste, anti-migrant, un racisme, évidemment, un discours anti-musulman, antisémite, négationniste, mais surtout une part prépondérante d'un discours anti-féministe, anti-LGBT, un discours extrêmement fort sur le masculinisme, un masculinisme très radical, de façon assez traditionnelle, un discours anti-médiatique, anti-élite, un discours anti-Europe, considéré comme très faible, et un discours aussi favorable au régime fort, ce qui est aussi propre à l'extrême droite aussi, bien sûr, régime fort et au régime populiste. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui a eu beaucoup de succès dans la fachosphère mondiale et par conséquent européenne et française, d'une tête de proue de cette mouvance de l'alt-right américaine, mais qui est un Britannique et qui a pignon sur rue aussi auprès de la fachosphère française, qui s'appelle Paul Joseph Watson, et qui est un individu dont la formule était « le populisme et le nouveau punk ». Et c'est cette phrase qui a eu énormément de traction auprès de cette fachosphère américaine et qui est devenue aussi, encore une fois, oui, les passerelles avec la fachosphère française étaient évidemment évidentes. Alors, autre particularité de cette mouvance qui arrive, de cette jeune génération militante en ligne, c'est le ton. Et ce ton est hérité de ces deux plateformes dont je vous parlais tout à l'heure, 4chan et Reddit. Et le ton, je suis désolé du terme, c'est un ton un peu de troll. Le troll, pareil, il n'y a pas de définition scientifique du terme, évidemment, mais je vais vous donner quand même les pourtours de ce que peut être un troll aujourd'hui. Plein de gens ne sont pas d'accord avec la définition que j'en aurai aujourd'hui, mais ça n'est pas grave. En gros, derrière ça, vous devez simplement lire, il y a un propos ou une posture un peu nihiliste, de provocation, de ricanement, de moquerie, toujours une posture d'humour noir, d'ironie. C'est ce ton-là qui systématiquement va encapsuler le discours idéologique réel, concret qu'on va chercher à passer. Si on a quelque chose, un message à passer, on va toujours essayer de le passer sur ce ton-là. Ce ton-là, il est hérité, encore une fois, de ces plateformes, de cette culture numérique, de ces usages développés sur ces plateformes dont je vous parlais tout à l'heure, de ces plateformes anonymes dont je vous parlais tout à l'heure. Évidemment, la frontière est très très fine, très très ténue entre un troller, quelqu'un qui troll, qui provoque, qui dit des obscénités sur le ton de l'humour, et le militant convaincu. La frontière est extrêmement fine. Et pour ma part, l'ironie raciste reste raciste et l'ironie fasciste reste fasciste. Alors, deux autres points rapidement, encore une fois, pour que vous saisissiez bien la nature de cette nouvelle génération de militance en ligne d'extrême droite. Le recours, encore une fois, hérité de ces deux sites majeurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la culture des mèmes. Donc ces fameuses images virales. Et là, je passerai rapidement, peut-être pour ne pas passer des heures trop dessus, mais il y a peut-être deux images importantes. Il y en a une qui est historique, qui est liée à l'élection de Trump. Et ce mème, cette image qui a incubé sur les forums 4chan et l'alt-right américaine, c'est cette image de cette petite grenouille verte dont je vous épargne l'origine, mais qui est devenue un symbole, un étendard viral, une arme de propagande, de regroupement significatif, même dans l'élection de Trump. Ça n'a pas été décisif, mais c'était notable dans l'élection de Trump. Chez nous, juste un seul exemple, et j'arrêterai là-dessus, pour vous montrer que l'extrême droite, et même l'extrême droite traditionnelle, est familière de cette culture des mèmes, ce qui n'est pas le cas d'autres
partis et d'autres groupes politiques. Un seul exemple peut-être, en 2017, on a Florian Philippot, qui est un youtubeur, vous ne savez peut-être pas, mais bon, donc évidemment, il est déjà sur des plateformes orientées auprès des jeunes générations, hein, c'est sans grande surprise. Et dans une de ses vidéos, à la fin de sa vidéo, il soulève, pour dire au revoir, il soulève une tasse, et derrière cette tasse, il y a une photo, une image d'un personnage qui a une moustache et qui a l'air d'être en train de rire. Cette petite image est également un mème. C'est un mème qui porte un nom, qui est El Risitas. Et ce mème est l'emblème, vraiment le marqueur tribal d'un autre forum qui est un peu le petit frère du 4chan américain dont je vous parlais aujourd'hui, qui est le forum 1825 du site jeuxvideo.com, qui est un site français qui s'appelle donc jeuxvideo.com. Et c'est un site qui est particulièrement toxique, dont je vous parlerai, peut-être je vous dirai un mot tout à l'heure, assez rapidement d'ailleurs, un site qui regroupe aujourd'hui une partie de cette nouvelle extrême droite, une partie, hein, bien sûr, de cette nouvelle extrême droite qui commence un peu à dans cette soupe primitive qui est en train de se structurer à travers ces différents forums. Et donc, lorsque Florian Philippot simplement soulève sa tasse, il envoie un clin d'œil à cette population en leur envoyant 1000 messages, en leur disant « je parle votre langage ». J'ai vos codes, je suis des vôtres. Quel autre parti politique le fait? Donc la connaissance de ces codes est aussi une arme extrêmement efficace pour convaincre les nouvelles générations qui arrivent. Et j'ai peur que pour l'instant, ça soit plutôt l'extrême droite qui soit à l'aise avec ces codes. Et cet exemple en est un parmi plein d'autres. Autre aspect qui semble encore une fois périphérique, mais qui est central dans cette nouvelle génération qui arrive, encore une fois d'extrême droite, polymorphe, hein, composite, c'est une mixture et une rencontre avec l'univers et la culture des jeux en ligne. Et cette jonction est apparue au grand public avec un épisode dont je vous épargne les détails, mais simplement pour que le mot soit dit, l'épisode en 2014 du Gamergate. Je ne sais pas si d'autres en ont parlé avant moi, mais rapidement, l'épisode Gamergate, c'est encore un épisode qui est né, qui a incubé sur les forums 4chan et qui a débordé sur Twitter et sur Reddit, et qui s'est traduit et qui était le résultat du fait que des joueuses en ligne commençaient à critiquer la misogynie des joueurs en ligne. Voilà. Et ça a été récupéré par ce forum 4chan et par ces milieux d'extrême droite, misogynes, anti-femmes, et qui ont commencé à organiser des raids et des attaques de masse en meute contre ces différentes individus, ces jeunes demoiselles en ligne, qui se sont fait harceler de façon hystérique en ligne, d'une violence effrayante, avec ce qu'on appelle du doxing, révélation de leurs données personnelles, etc. etc. Donc c'était un épisode qui a été surprenant pour les analystes que nous étions tous, parce qu'on a vu une jonction entre l'univers des jeux et notamment ce milieu toxique d'extrême droite, masculiniste, anti-féministe, entre autres. Parallèle évident avec le forum jeuxvideo.com, qui en 2017 était à l'origine d'un raid absolument abject contre la journaliste Nadia Dam, dont tout le monde a entendu parler. Et ça n'est évidemment sans aucune surprise que dans jeuxvideo.com, il y a jeux vidéo dedans. C'est une culture propre aussi à cette mouvance-là. Et jeuxvideo.com, comme je vous le disais, est également le penchant, le petit frère de 4chan. Donc c'est sans surprise qu'on voit ce forum-là être à l'origine de certaines attaques en meute, ce qu'on appelle des raids, et un véritable activisme politique qui peut avoir des conséquences dramatiques pour certains individus. Rapidement, jeuxvideo.com, c'est des millions de vues par mois. Donc ce n'est pas un phénomène marginal. Le Monde s'y était intéressé, avait fait une enquête en 2017 assez intéressante et avait montré que c'est évidemment pas tout le forum qui est concerné par tout ça, c'est une minorité agissante. Et c'est souvent le cas dans tous ces différents espaces, c'est toujours une minorité agissante, bruyante, qui, elle, apparaît et est la plus visible dans ces écosystèmes-là et qui la rend toxique. Ils avaient estimé que 6% des utilisateurs avaient généré 50% des messages favorables à l'extrême droite. Donc c'est encore une fois une minorité, mais qui arrive à avoir une forte visibilité dans ces espaces-là. Et c'est un levier d'action qui est malheureusement particulièrement efficace. Je vais essayer d'aller vite, j'ai peut-être plus beaucoup de temps, mais rapidement. C'est très intéressant. Alors je vais vous laisser encore exceptionnellement 3-4 minutes. Bon, alors rapidement, peut-être il y a 2-3 petites choses. Il y a évidemment l'écosystème des réseaux sociaux qui me semble essentiel. Juste une chose, c'est évidemment l'un des vecteurs privilégiés pour la propagande de l'extrême droite, notamment des jeunes générations aujourd'hui. Un seul chiffre, simplement, il faut que vous sachiez que 70% des jeunes qui ont entre 15 et 34 ans
accèdent à l'information aujourd'hui via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont l'endroit où la fabrique de l'opinion va se faire. C'est évidemment un enjeu central dans toute propagande, quelle qu'elle soit, et l'extrême droite en a parfaitement conscience. C'est aussi un écosystème particulier avec des bulles de filtre qui fait qu'on peut s'auto-radicaliser. C'est un espace où on peut faire monter avec peu d'individus, l'astroturfing dont je vous parlais tout à l'heure, faire monter du contenu avec une grande visibilité. Et vu qu'il me reste vraiment plus que quelques minutes, simplement souligner, simplement vous gardiez ça à l'esprit, il y a peut-être deux choses qui me semblent vraiment assez importantes. C'est le fait que ces nouvelles mouvances d'extrême droite sont en train d'utiliser des leviers économiques assez inédits, et notamment les financements participatifs en ligne. Et ça, je crois qu'il faut garder un œil dessus. Génération identitaire, je crois que c'était... Alors, excusez-moi, c'était une question commune qu'on avait, donc là, pour le coup, vous pouvez développer un petit peu. D'accord. Merci. Alors là, effectivement, on a un exemple qui date d'il y a 1 ou 2 ans maintenant, où Génération identitaire avait réussi à louer un bateau en Méditerranée pour essayer d'empêcher des associations d'aider certains migrants qui quittaient la Libye. Et donc, ils ont réussi à louer un bateau pour essayer, donc, encore une fois, d'empêcher, encore une fois, ces associations d'aider des migrants. Pourquoi je vous parle de cet épisode? Simplement parce qu'il a fallu lever des fonds. Et que ça coûte très cher. Et qu'ils ont réussi à lever des fonds. Et ces fonds, ils ont réussi à les lever sur une plateforme de financement participatif qui a eu énormément de succès, qui n'existe plus, qui a eu énormément de succès auprès de cette fameuse alt-right américaine dont je vous parlais. Et cette plateforme s'appelle WeSearcher et qui est une plateforme de financement participatif, ce qu'il y a de plus traditionnel, mais orientée plutôt extrême droite. Ils ont levé 200 000 $, je crois que c'est plus de 150 000 euros à travers cette plateforme-là. Et ce qui est assez vertigineux, c'est que on passe d'un militantisme de clavier, de bruit, à un changement d'échelle dans les capacités d'action de groupes qui peuvent ne pas être, encore une fois, constitués de façon traditionnelle comme on les entend. Dans ce financement dont je vous parlais, du Sea Star, c'est ça le nom du bateau qui a été loué par Génération identitaire, dans les financements étaient internationaux. Et la presse a même rapporté qu'il y avait des ex-membres du Ku Klux Klan qui avaient financé eux aussi, aux États-Unis, un bateau en Méditerranée lancé par une initiative européenne. Donc on voit bien qu'on est dans un système totalement mondialisé et qui permet, en tout cas ces plateformes-là de contribution, de financement participatif, permettent de changer d'échelle. Ça, c'est une inquiétude. Revenons en France. En France, il y a évidemment cette même problématique qui m'inquiète. Et il y a 2 plateformes qui sont utilisées de façon extensive, de façon parfaitement légitime, et c'est des plateformes qui sont utiles en France, mais qui s'appellent Litchi et Tipeee. Encore une fois, j'insiste sur leur utilité. Vraiment, je ne reviendrai absolument pas là-dessus. Simplement, évidemment, certaines mouvances d'extrême droite vont profiter de cette opportunité qui leur est offerte pour essayer de lever des fonds. Et là, on a des exemples. Je vais essayer de ne pas donner trop de noms pour ne pas leur faire de publicité, mais on a des youtubeurs qui ont une forte traction, une forte visibilité auprès des jeunes générations d'extrême droite en France, qui arrivent à se financer grâce à c'est plus que des cagnottes, parce que c'est des sommes récurrentes par mois, donc c'est des salaires quasiment qu'ils arrivent à se maintenir, donc qui utilisent Tipeee pour maintenir leur chaîne YouTube et gagner en visibilité auprès de leur population en ayant plus de moyens, de montage, etc., etc. On a aussi des individus d'extrême droite qui pourront essayer de financer, pourquoi pas, d'essayer d'aider des actions en justice. Ils sont condamnés à telle ou telle chose, ils vont essayer de lever un peu d'argent pour alléger, disons, les pressions de la justice auxquelles ils sont exposés. Et puis on a des sites qui ont des visibilités assez modérées, qui n'arrivent pas à faire de publicité elles-mêmes, ou qui n'arrivent pas à avoir beaucoup d'argent, qui vont profiter de Tipeee. Là, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des sites vraiment d'extrême droite, racistes, qui encore aujourd'hui, j'ai vérifié ce matin, utilisent Tipeee pour se financer. Alors,
Le problème avec ces plateformes-là, c'est qu'elles ont une posture qui est légitime, mais compliquée. Elles vont expliquer que tant que cette cagnotte ou ce financement spécifique n'a pas été condamné par la justice, ils n'ont pas à y toucher. Que la personne derrière ait été condamnée par la justice à multiples reprises n'impactera pas le fait qu'ils acceptent ou non que telle ou telle personne puisse lever une cagnotte ou monter un financement. C'est une vraie question. C'est une vraie question à se poser. Évidemment, quelqu'un qui a été condamné par la justice, on ne veut pas le condamner 2 fois. Une fois par la justice et en plus en l'interdisant d'avoir une activité à côté. Bon. D'un autre côté, ces entreprises ont une responsabilité. Parce qu'elles financent, qu'elles le veuillent ou non, elles peuvent financer indirectement des discours qui sont totalement illégaux, qui sont totalement condamnables auprès de la justice. Donc là, il y a en tout cas un questionnement à se poser. Et ces plateformes-là, de plus en plus, vont être exposées à ce questionnement sous la pression public, évidemment, peut-être du législateur, je pense, à un moment ou à un autre, parce que je crois que c'est déjà des questions qui se posent. Mais en tout cas, c'est un vrai espace sur lequel ces mouvances-là, évidemment, utilisent, profitent. Ça montre encore une fois leur agilité sur ces espaces numériques, à utiliser toutes les nouvelles plateformes montantes et qui font surface. Dernière petite chose sur ces financements, il y a peut-être un dernier point sur lequel je veux insister si on parle d'argent. C'est l'utilisation de ce qu'on appelle les publicités programmatiques. C'est les publicités Google, tout bêtement. L'économie, vous le savez tous, est en train de basculer dans le numérique, et notamment les publicités. L'univers de la publicité est en train de basculer sur le numérique. Bon. Et les entreprises, de plus en plus, vont utiliser Google pour placer des publicités sur des milliers, des millions de sites autour de la planète. Les entreprises ne savent pas où vont aller ces publicités. C'est Google qui va les réorienter et les afficher sur différents sites et différents blogs. Le problème, évidemment, c'est que ces sites et ces blogs, pour certains, appartiennent à des mouvances radicales d'extrême droite, extrêmement toxiques, qui promeuvent des discours de haine absolument abjects. Et malheureusement, c'est comme ça qu'elles se financent, pour certaines d'entre elles. Donc là, je crois qu'il y a aussi une responsabilisation des entreprises. Il faut que les entreprises prennent conscience que d'embrasser cette culture, cette économie numérique, c'est une bonne chose, certainement, mais que vient avec une responsabilité qui est de trier dans cette masse, c'est sur le volume évidemment qu'ils se font de l'argent, mais que sur cette masse, saupoudrage publicitaire planétaire, ils ont une responsabilité vers où atteignent, où vont s'afficher leurs publicités. Parce qu'ils financent, qu'ils le veuillent ou non, des plateformes racistes, antisémites, négationnistes. Donc là, je crois qu'il y a une vraie question à se poser. Il y a une belle initiative américaine de citoyens américains qui s'appelle les Sleeping Giants, qui s'est montée un peu après l'élection de Trump et qui était une entreprise de sensibilisation des internautes et qui invitait tout internaute à aller sur un site spécifique, qui était un site d'extrême droite, extrêmement toxique américain, qui s'appelle Breitbart News, qui est un site pro-Trump, anti-migrants, raciste, et qui faisait des publicités Google. Et donc, ils invitaient tous les internautes à aller sur le site de Breitbart News, de prendre une capture d'écran dès qu'ils voyaient une publicité d'une entreprise qu'ils connaissaient, et d'aller sur les réseaux sociaux, en partageant cette publicité, en interpellant l'entreprise, en lui disant « Tiens, j'ai vu votre publicité sur ce site, qui est raciste, xénophobe, misogyne, est-ce que vous êtes d'accord avec ?» En général, non. Et donc, ils enlèvent, parce que toutes les entreprises peuvent, blacklister ce site-là de leur publicité. Et Sleeping Giant, maintenant, a une antenne en France, et il s'attaque à Boulevard Voltaire. Sleeping Giant, ils ont réussi à réduire les revenus de Breitbart News aux États-Unis de plusieurs millions de dollars. Ça a eu un véritable impact. Et en France, ils font la même chose sur Boulevard Voltaire, et je crois qu'ils ont considérablement asséché les revenus publicitaires de ce site-là. Donc voilà, juste ces deux aspects économiques qui me semblent assez notables. On est dans une nouvelle économie numérique, et dans cette nouvelle économie numérique, cette nouvelle génération militante d'extrême droite sait parfaitement utiliser ces nouvelles modalités, et ils en profitent de façon avantageuse. Merci beaucoup. Juste une ou deux autres questions avant de passer la parole à monsieur le rapporteur et à mes collègues. Est-ce que on a constaté à travers nos diverses auditions qu'on manquait de budget pour la recherche de tout ce qui concerne l'ultra-droite et de ses mouvements,
et même de statistiques, notamment au ministère de la Justice, etc. Ça nous a été encore confirmé ce matin lors de notre déplacement, parce que les actes qui sont enregistrés sont codifiés à peu près de la même manière. Donc on a des difficultés, alors qu'il y a des pays où il y a des rapports, par exemple si on prend l'Allemagne, qui sont faits chaque année pour tout ce qui concerne les discriminations, etc. Est-ce que sur les réseaux sociaux, c'est plus facile et est-ce qu'on dispose d'outils pour évaluer l'audience, la diffusion des contenus et leur évolution et leur impact? Je crois qu'il commence à y avoir certains chercheurs, certains labos, certains universitaires qui commencent à travailler et à avoir des données assez significatives, hein, qui peuvent donner des tendances assez générales. Mais il est clair qu'on est sur un territoire qui est très compliqué à baliser, du fait de ce que je vous disais peut-être en introduction ici, c'est que c'est comme vouloir analyser le phénomène des Anonymous. Alors oui, évidemment, on peut, sur la durée, tirer sur les grands traits et voir un peu ce qu'est l'histoire, pourquoi pas, des Anonymous. Mais le fait est que c'est compliqué, parce qu'encore une fois, on ne sait pas qui en est, qui n'en est pas. Un profil peut apparaître, disparaître. On est dans les jeunes générations aujourd'hui n'ont pas un profil. Ils ont un profil qui peut durer quelques temps et redisparaître. Sur jeuxvideo.com, dont je vous parlais, les gens peuvent changer, même partout ailleurs. Les jeunes générations ils n'ont pas une identité unique en ligne. Donc tout ça, je crois, complexifie pas mal, disons, les données statistiques. Mais j'irai pas plus loin parce qu'encore une fois, ça n'est pas ma spécialité. Je pense qu'il y a des gens peut-être plus calés que moi. Mais peut-être une chose, sur le terrain universitaire, que ce soit ou même du côté des parlementaires, je pense qu'il est important que les parlementaires gardent un œil attentif aux références culturelles de ces nouveaux espaces. Quand je vous parlais de jeux vidéo, on ne peut pas demander à un parlementaire de jouer tous les soirs à des jeux vidéo en ligne pour comprendre les codes. Ça n'a pas de sens. Mais les jeux vidéo, cette culture-là spécifique, a un impact majeur pour les jeunes générations qui viennent. Et ne pas connaître, disons, ces espaces-là, c'est une problématique. Juste un petit exemple. Il y a une nouvelle plateforme qui a une traction mondiale. C'est probablement l'un des réseaux sociaux qui a le plus de traction l'an dernier par rapport à tous les réseaux sociaux, qui s'appelle TikTok, qui est une petite application utilisée essentiellement par les 11-14 ans. Très jeune génération. Bon. 150 millions d'utilisateurs aujourd'hui, avec une potentialité d'évolution qui est dingue. Bon, c'était racheté par les Chinois d'ailleurs. Bon. Ce réseau social-là, évidemment, qui le connaît? Bon, pour ça, il faut connaître un peu les usages, ou avoir des neveux, des nièces qui éventuellement utilisent, et ne pas même pas regarder ça de façon un peu hautaine, en se disant bon, qu'est-ce que c'est que cette nouvel espace? Sauf que, et là je vous donne quelque chose qui est très marginal, c'est très marginal, j'insiste là-dessus, mais significatif. L'extrême droite américaine regarde avec beaucoup d'intérêt cette nouvelle plateforme. Et il y a 2-3 individus, dont une personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un ponte de l'extrême droite américaine, qui s'appelle Paul Joseph Watson, qui s'est ouvert un compte sur TikTok. 11-14 ans, hein, quand même. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez. Il a ouvert un compte là-dessus. Et il n'est pas le seul. Il y en a 2 ou 3 autres comme ça qui sont des héros de l'extrême droite américaine qui vont sur ces plateformes sociales. Pourquoi faire? Pour évidemment commencer à apprendre dès le plus jeune âge, essayer de pousser un peu leur idéologie, leur propagande sur des populations qui sont hors radar des autorités, voilà. C'est pour ça qu'il me semble important, ce que je vous dis ça indirectement, c'est aussi de pousser un peu à la culture numérique des parlementaires. Sur des plateformes qui peuvent sembler, encore une fois, ça me gêne même d'en parler, tellement c'est futile, tellement c'est ridicule ce qui s'y passe. Mais il n'y a pas que ça dans ces plateformes. Quand je vous parle de mèmes, les mèmes, je ne peux pas vous raconter, je ne peux pas vous décrire tous les mèmes, il y a des choses qui sont gênantes, qui sont obscènes, mais cette culture des mèmes est utilisée, juste petite parenthèse, donc je suis avec vous, l'ambassade russe à Londres, sur Twitter, utilise des mèmes pour communiquer et faire des clins d'œil à la fachosphère européenne. Ils tweetent « Pépé the Frog ». Je vous dis ça parce qu'il se trouve que je suis intervenu quelques fois au Quai d'Orsay pour leur parler des usages un peu, notamment de la Russie sur les réseaux sociaux. Bref,
quand on a les codes, on a une capacité de nuisance, de conviction, d'atteinte qui est beaucoup plus large, beaucoup plus forte. Donc si une ambassade, vous imaginez un compte d'une ambassade, combien chez nous les discours est bien bordé. Là on a un compte d'une ambassade à Londres, ambassade russe à Londres, qui va tweeter des mêmes pépés de frog, avec cette petite grenouille verte absolument absurde. Donc on est vraiment dans pour moi un moment assez inquiétant et déroutant dans la mesure où cette génération qui vient a des référents que n'ont pas forcément une majorité des décisionnaires et des hommes politiques et des femmes politiques aujourd'hui en France. Merci. Une dernière question. Est-ce qu'il vous semble opportun, comme ça a été suggéré dans le rapport de Karim Amela, Laetitia Avia et Gilles Taïeb, de confier à une autorité administrative indépendante une mission de lutte contre les contenus de haine en ligne, et quelle pourrait être, selon vous, l'articulation entre les missions d'une telle AI et celle de l'OCL-CTIC, par exemple, en charge de la lutte contre la cybercriminalité? Je n'ai pas de réponse spécifique à vous rendre là-dessus. Là, franchement, pour moi, l'important, c'est que cette culture numérique se diffuse le plus possible. Non, très spécifiquement, je ne prendrai pas le risque de répondre spécifiquement sur le rôle de cette agence particulièrement. Je n'aurai pas de choses spécifiques à vous dire là-dessus. Est-ce que ça vous semble un outil intéressant? Pour moi, toute initiative qui mène à populariser ces expressions particulièrement popularisées, rendre public ou qui devient le sujet d'une focale, pour moi, toute initiative est bonne à prendre. D'accord. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur? Merci Madame la Présidente. Je souhaiterais revenir sur les financements puisque vous avez donné la recette magique pour accéder à certains sites, donc je suis allé voir. Et j'aimerais qu'on parle des campagnes de financement via Bitcoin, XMR, donc toutes ces nouvelles crypto-monnaies qui arrivent et qu'on essaye de contrôler, voir quelle proportion ça peut prendre dans le financement de ces groupuscules. Et puisqu'on est sur le ClearNet, on va discuter un peu du Darknet, puisque voilà, je vois que la plateforme Tor propose différents accès à ces groupuscules. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de personnes ça concerne, enfin, quel est le volume, J'aimerais savoir en France quelle est la branche la plus active au niveau des réseaux sociaux. Alors pas la plus populaire, mais la plus active. La plus populaire, on la connaît, mais celle qui vraiment se démène pour prendre la tête sur les réseaux sociaux. Et après, vous avez répondu quand même à bon nombre de nos questions. Mais la dernière que je souhaiterais vous poser, c'est, vous y avez répondu en partie, mais allons-y un peu plus franchement. Est-ce que des personnalités ou des puissances étrangères ou encore des partis politiques utilisent tout ce dont on vient de parler et en France plus particulièrement? Je vous remercie. Alors, malheureusement, je n'aurai pas de chiffres très spécifiques à vous donner. Pour ce qui est des crypto-monnaies et du Bitcoin, oui, c'est évidemment utilisé de façon assez classique par les sites d'extrême droite en France, mais pas que. Alors, égalité et réconciliation, évidemment. Enfin, bref, beaucoup de plateformes permettent évidemment le paiement en Bitcoin. Alors, il y a plusieurs problèmes. Pour l'instant, j'ai une petite réserve sur l'ampleur du phénomène des crypto-monnaies. D'abord parce qu'il y a eu un crash du Bitcoin assez récemment, qui fait que c'est, disons, l'attraction, l'excitation, l'inquiétude qu'on pouvait avoir, même si les Bitcoins ont permis à certaines figures américaines d'extrême droite de devenir des millionnaires. Ça, il n'y a pas de doute. Mais bon, pour ce qui est d'aujourd'hui, dans l'économie, disons, de l'extrême droite en ligne, mon intuition est que les bitcoins restent malgré tout un revenu marginal supplémentaire qui vient compléter un panel de ressources financières. Je soupçonne également qu'il y ait un côté un peu romanesque dans l'utilisation du Bitcoin. Si on utilise le Bitcoin, on est un petit peu dans ce monde alternatif, en dehors de la société. Il y a une posture idéologique. Être contre les Bitcoins, c'est être contre le système de l'argent
tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc il y a aussi une posture, j'ai envie de dire, idéologique derrière de cette utilisation du Bitcoin. Pour la réalité économique derrière, j'ai un doute. J'ai vérifié une ou deux fois, rarement, mais sur certains sites, quand je voyais effectivement la possibilité de payer en Bitcoin, le porte-monnaie à quelle somme correspondait derrière, j'avais jamais des sommes qui étaient vraiment faramineuses. Pour l'instant, j'en ai pas fait plein et j'ai pas fait une étude suffisamment statistiquement significative. Donc mon intuition, c'est que ça reste pour l'instant assez marginal. Le risque, il est flagrant, il est évident. Intraçabilité des fonds, du financement, n'importe qui peut financer avec. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose de très facile. Tout le monde ne peut pas, du jour au matin, s'acheter des bitcoins et acheter on peut, mais acheter des choses avec du Bitcoin aujourd'hui en France, franchement, bon, c'est pas du grand public encore pour l'instant. Donc du fait que c'est pas encore grand public, c'est pas quelque chose qui sera forcément peut-être qui est très porteur, disons à moyen long terme. Les cagnottes dont je vous parlais tout à l'heure, là, c'est carte bleue, simple, financement, un clic rapidement. C'est cette facilité qui en est la dangerosité à mes yeux. Pour ce qui est le dark web, pareil, pour l'instant, j'aurais peut-être une petite réserve là-dessus. Je fais attention à ce que je dis. Pour moi, il y a un côté, disons, d'abord, le fait est que c'est peu visible. Si mon objectif, c'est de faire la propagande, disons, mon Graal, c'est l'audience. Dans le dark web, donc c'est plutôt les choses non publiques que je vais vouloir faire. Donc les choses évidemment souterraines, les coordinations. Bon, franchement, aller dans le dark web aujourd'hui pour organiser un raid en ligne, il suffit d'utiliser des plateformes qu'on a déjà sans forcément s'embêter à utiliser le dark web. Donc je soupçonne, encore une fois, qu'il y a aussi un côté un peu romanesque, peut-être idéologique, de posture un peu par rapport à cet espace-là. Des choses illégales absolument horribles, scandaleuses qui peuvent s'y passer, bien sûr, oui aussi. Il y a aussi des gens parfaitement légitimes qui vont utiliser ça pour se protéger contre d'autres États, bien sûr. Mais pour moi, je pense que c'est plutôt marginal dans la toxicité et dans l'efficacité des propagandes de ces nouvelles générations en ligne. Alors sur les plateformes les plus porteuses aujourd'hui, les plus actives, moi je dirais ces mouvances-là sont très opportunes. Donc elles vont s'installer, se greffer, utiliser les codes ou emmener des codes, importer les propres codes sur les plateformes les plus populaires. Aujourd'hui, quelqu'un de lambda qui veut commencer à faire de la propagande aujourd'hui d'extrême droite, que ce soit des membres élevés d'un groupe politique quel qu'il soit ou des petites mains, ils vont simplement aller sur les plateformes les plus visibles. Alors, avec une petite détail, petites exceptions. Les plateformes les plus visibles, c'est Facebook, Twitter, Instagram. C'est les 3 plus grosses plateformes sur lesquelles il y a un avantage, évidemment, évident à essayer de promouvoir et essayer de créer une certaine viralité. Et au-delà de ça, il y a quand même certains espaces que je trouve assez intrigants, inquiétants, comme je vous parlais tout à l'heure du forum 1825 du jeuxvideo.com. Je ne veux pas non plus trop focaliser sur ce forum, mais bon, ce forum-là, comme ce genre de forum-là, sont des espaces, encore une fois, de laboratoire, d'expérimentation, de mélange d'ailleurs d'éléments idéologiques qui ne sont pas toujours uniquement l'extrême droite traditionnelle telle qu'on l'entend, et qui sont aussi à l'origine, d'ailleurs, quand on veut lancer une campagne, on va commencer, par exemple, à se coordonner sur le forum jeuxvideo.com, mais le Graal intermédiaire, c'est les réseaux sociaux. C'est qu'il y a toujours, dans cette démarche de propagande, l'idée de on se coordonne en amont sur un forum ou sur des espaces beaucoup moins visibles comme Discord, qui est une plateforme, je vous le rappelle, qui a pour origine, c'est une plateforme de messagerie de jeux vidéo. Encore une fois, le jeu vidéo, vous voyez comment c'est important. Donc on se coordonne un petit peu en amont sur des plateformes qui ont moins de traction. Le Graal, c'est d'atteindre les réseaux sociaux, d'activer les algorithmes des réseaux sociaux, en gros, de façon synchronisée, de promouvoir un mot-clé, par exemple, sur Twitter, à un moment donné. Il n'y a rien de magique là-dedans, simplement de se dire à 18h, on publie tous le même type de contenu à tel moment. Les algorithmes qui sont aveugles vont croire qu'il se passe quelque chose et promouvoir ce contenu-là et le faire buzzer. Troisième niveau d'action, une fois qu'on a atteint les réseaux sociaux et une certaine viralité, il faut atteindre les médias, qui est évidemment l'objectif final de la plupart de ces types de propagande. Après, il y avait une question peut-être sur les partis politiques et les réseaux étrangers. Encore une fois, je ne vois pas comment tout groupuscule politique, idéologique, quel qu'il soit,
autour de la planète ne profiteraient pas de cet espace dérégulé de l'information, dans lequel il y a un nivellement des paroles d'autorité, dans un espace qui rebat les cartes de tous les jeux d'influence au niveau planétaire, pourquoi je n'irais pas tenter ma chance, promouvoir mon contenu auprès de populations, quelles qu'elles soient autour de la planète. Donc il est évident que des forces étrangères vont, de façon opportune, utiliser ces espaces qui sont, encore une fois, un espace totalement dérégulé de l'information, où un compte Twitter iranien, russe, peut simplement, du moment qu'il publie un contenu dans la langue du pays qu'il vise, promouvoir une vision de la propagande de l'État en question. On a, je ne sais pas, des comptes Twitter assez drôles, enfin drôles, pas drôles, du guide spirituel iranien, je crois en français, qui, ou peut-être en anglais ou en français, qui, par exemple, nous critique sur la façon qu'on a de maltraiter les manifestants en France. Débat ouvert, mais que le guide spirituel iranien, lui, puisse, dans le marché de l'information, pousser sa propagande et qu'elle soit accessible au même titre que n'importe quel autre compte. Elle n'a pas la même viralité, mais c'est un clic, un compte Twitter d'abonnement à n'importe quel autre compte. Et quelque chose qui est quand même assez vertigineux. Donc je crains qu'on est dans du moment qu'on est une démocratie ouverte, plus que des régimes plus fermés, on est un terrain de jeu international de, j'allais dire, de tout groupe militant. Quand je dis tout groupe militant, c'est État, non étatique, potes, individus, joueurs, gars lambda. Du moment où j'ai une connexion Internet, je peux venir rentrer dans cette arène et participer à ces raids, qu'ils soient organisés en France, aux États-Unis ou en Angleterre. Je vous remercie. Monsieur Juanico. Merci, Madame la Présidente. Excusez-moi, il faudra éteindre votre micro, s'il vous plaît. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Mendès France, vous avez cité en particulier deux exemples de connexion entre la culture numérique et la culture des jeux vidéo et celle de la propagation d'idéologies dangereuses portées par les groupuscules d'extrême droite. Le premier, c'est l'exemple de la journaliste d'Europe 1, Nadia Dam, qui a été victime en 2017 d'un harcèlement organisé depuis le forum 18-25 ans jeuxvideo.com, à la fois sur ses adresses mail, sur son téléphone portable, sur les réseaux sociaux, et y compris des menaces et des messages d'insultes allant jusqu'à menaces physiques à son domicile personnel. On sait qu'à l'origine de harcèlement, il y a ce qu'on appelle les cases. C'est ainsi que les internautes du forum se désignent entre eux, qui font des raids et qui déversent leur bile, leur haine, à coups de menaces de mort, de menaces à caractère sexuel, de harcèlement de militantes féministes, de journalistes, etc. L'autre exemple que vous avez cité, effectivement, c'est l'application chinoise TikTok, qui permet de se filmer en train de danser et de chanter. Et c'est une application, il faut le dire, extrêmement prisée par les jeunes, puisqu'elle revendique plus de 150 millions d'utilisateurs actifs au quotidien. Et en France, c'est 38% des 11-14 ans qui ont un compte TikTok, selon les chiffres de l'association Génération Numérique. Et donc, sur cette application, il n'est pas rare de trouver des contenus extrêmement choquants, violents, comme des saluts nazis, par exemple. Et bien souvent, comme vous l'avez dit, bon, c'est pas que simplement les députés ou les parlementaires qui ne connaissent pas forcément cet univers numérique-là, mais les parents eux-mêmes n'ont pas conscience que leurs enfants sont exposés à ce type de contenu. Alors on sait, et vous l'avez vous-même reconnu, que la gestion de ce contenu n'est pas évidente pour les plateformes. Est-ce que vous pouvez nous dire que, par rapport à la loi fake news qui a été adoptée récemment, est-ce que vous pensez que cette loi contribuera à endiguer ce déversement de haine sur Internet et à protéger les mineurs? Et est-ce qu'on peut envisager, de ce point de vue-là, une disposition similaire à celle présente dans la loi fake news votée, elle, en Allemagne, qui prévoit que les grands réseaux sociaux, ceux qui comptent plus de 2 millions d'utilisateurs, comme Twitter, Facebook ou YouTube, sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros, doivent supprimer sous 24 heures les contenus jugés haineux, tels que les insultes, les appels à la violence ou encore la propagande terroriste. Voilà, c'est ma question. Madame Thomas. Merci, Madame la Présidente. Plusieurs petites questions.
est-ce qu'on a les moyens de mesurer la perméabilité, en tout cas l'adhésion des jeunes aux idées qui sont véhiculées sur des sites qu'ils fréquentent énormément, que ce soit les sites de jeux vidéo? A-t-on les moyens de mesurer cette perception-là? Dans la description que vous avez faite de mode d'action sur le net, j'ai retrouvé des choses que j'ai pu voir sur les pages de Gilets jaunes, que ce soit l'utilisation d'images ou on peut prendre aussi l'exemple de plateformes participatives. Donc, est-ce à dire que la stratégie de ces extrêmes droites est de noyauter absolument tout ce qui peut apparaître? Est-ce qu'il y a une vraie stratégie d'intervenir au plus fin dans tout ça? Une autre question sur justement la perméabilité des jeunes et en tout cas le fait que les parents ne peuvent pas se rendre compte de ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il n'y a pas une des pistes de solution, c'est de créer au sein de l'éducation nationale et le plus jeune possible un vrai renforcement de l'éducation à l'image, au contenu des plateformes, parce que ça existe, mais c'est de façon un petit peu marginale. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'à l'avenir, c'est un des enjeux majeurs de l'éducation? Je vous remercie. Monsieur Mendès-France. Alors, pour revenir peut-être sur... oui, vous avez parlé effectivement de jeuxvideo.com, effectivement, qui est sur lequel j'ai pas grand-chose à dire par rapport à votre remarque. Pour ce qui est de TikTok, ils ont été épinglés pour des... Donc TikTok, cette plateforme auprès des jeunes. Ils se sont fait épingler parce qu'on y avait trouvé des contenus pédopornographiques où il y avait certains prédateurs peut-être qui l'utilisaient plutôt pour... donc il y a eu quelques polémiques et ça s'est traduit par le fait qu'ils ont décidé je crois le dernier chiffre, c'est de mettre sur pied environ 10 000 modérateurs physiques, des individus, pour essayer de modérer cet espace-là. Le problème avec ces plateformes qui sont notamment utilisées, même si elles ne sont pas adressées, mais elles sont utilisées de facto par des très jeunes populations, il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, il y a des questions de droit des données. Encore une fois, est-ce qu'un mineur... parce que les données sont captées évidemment par ces plateformes-là, les données d'usage. D'ailleurs, je crois qu'ils se sont fait condamner, d'ailleurs, faudra à vérifier, mais en tout cas... donc il y a des problèmes du fait, encore une fois, que ces plateformes-là utilisent des données, encore une fois, de très jeunes générations. Ce qui, moi, me frappe avec juste cet exemple de TikTok, c'est que c'est quelque chose qui me laisse assez songeur. C'est le schisme qui est en train de se faire entre les parents et les enfants au niveau des références culturelles et de la consommation culturelle. Alors, je suis désolé de le dire ici, mais bon, quand j'étais petit et que je regardais la télévision, je sais pas moi, Casimir, je ne sais quoi, mes parents, sans connaître précisément le détail de ce que je regardais, savaient de quoi ressortait. Ils savaient que c'était vaguement Casimir, je ne sais quoi. Bref, il y avait malgré tout un lien. Ils savaient de quoi ce que je regardais un peu en ligne. Aujourd'hui, il y a un véritable schisme, une incompréhension, une opacité des références culturelles et de la façon que certains jeunes, voire très jeunes, ont de consommer ces contenus. Du fait d'abord qu'on passe quasiment au 100% mobile, pas pour les très très jeunes, enfin ça commence de plus en plus tôt, mobile, donc consommation, c'est plus l'écran partagé familial, c'est l'écran individualisé, et cette consommation se fait à travers donc à la fois un écran spécifique et des plateformes qui ont leurs propres références, leur propre culture. J'ai l'impression qu'il va y avoir de plus avoir un schisme culturel entre générations, et même entre générations entre elles. Un 14-16 ans et un 16-18 ans, si vous lui parlez de TikTok, l'un va dire « mais c'est une horreur, mais de quoi vous me parlez, c'est pour les jeunes, c'est nul », et les autres vont dire « oui, c'est mon espace à moi ». Et eux-mêmes ne vont peut-être même pas se comprendre, parce qu'ils n'auront pas les mêmes référents, les mêmes cultures. Donc il y a une vraie sédimentation qui se fait, hermétique, entre générations, qui, je trouve, je ne sais pas ce que ça peut donner à moyen long terme, je n'ai aucune idée, c'est une question que je me pose, et ce cloisonnement est évidemment favorable à quelqu'un qui, extérieurement, voudrait y faire de la propagande. Encore une fois, si je suis parent, je ne sais pas très bien quels sont les référents, ce à quoi ressemble la quenelle d'un jeune de 13 ans, l'équivalent de la quenelle d'un jeune de 13 ans, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Mais peut-être que sur TikTok, il y a cette fameuse équivalent de la quenelle, et parent ne verra pas à quoi ça correspond. Bon. Donc cet écosystème-là, encore une fois, qui est la porte d'entrée des jeunes de demain. C'est les réseaux sociaux, c'est la porte d'entrée, la fabrique de l'opinion de demain passera par ces plateformes-là.
Et donc, j'ai une inquiétude, encore une fois, avec cette sédimentation, ce cloisonnement de l'accès à l'information entre générations et même auprès de proches au sein d'une même cellule familiale. Pour ce qui est des lois des fake news, je crois que la posture allemande me semble porteuse. Je pense que pour ces plateformes sociales qui doivent être responsabilisées, parce qu'elles ont une responsabilité éditoriale gigantesque aujourd'hui, c'est elles qui amènent l'information devant les yeux des gens qui la consomment. Qu'on le veuille ou non, c'est eux qui en sont les porteurs, les organisateurs, les éditeurs. Donc ils ont une responsabilité qui est flagrante, et je crois que les peines financières sont, pour toute entreprise, la porte d'entrée naturelle à toute pression normale. Donc je pense que les Allemands, en mettant une pression de coûts financiers, sont sur ont le bon levier d'action. Pour ce qui est de l'adhésion des jeunes et la perméabilité, j'ai du mal effectivement à vous donner de chiffres spécifiques. Les chiffres d'audience, en tout cas des plateformes dont je vous ai parlé, jeuxvideo.com, c'est assez marginal, mais le fait que la première industrie culturelle aujourd'hui soit les jeux vidéo fait en tout cas qu'il n'y a pas de doute aujourd'hui que le jeu vidéo est une modalité culturelle majeure dans la structuration des jeunes qui arrivent. Si dans cet espace-là, l'extrême droite arrive à placer certains de ses pions et que d'autres partis politiques ne le font pas, on va se retrouver dans quelques années avec des gens qui auront une posture politique qui vont nous surprendre. Et c'est déjà le cas aujourd'hui d'ailleurs. On commence à avoir des profils idéologiques qu'on trouve monstrueux, où on se dit mais ça n'a pas de cohérence. Il y a un peu d'extrême droite, mais il y a aussi des valeurs qui ne sont pas liées traditionnellement à l'extrême droite. Ils peuvent être favorables au fait qu'on fume du hashish, mais être complètement contre le mariage homosexuel. Enfin, des mélanges qui ne sont pas forcément clairement identifiables pour nous, mais qui préexistent et dont la maturation s'est faite dans cette soupe primitive auquel malheureusement on n'a pas trop accès. Vous parliez des Gilets jaunes. Alors, je crois que les Gilets jaunes ont adopté certains des codes, tout simplement. Quand on parle des mêmes, ils utilisent les mêmes. L'extrême droite y est présente parce que c'est un espace ouvert. Pourquoi elle n'y serait pas? Mais l'extrême droite y est présente comme d'autres mouvances idéologiques qui cherchent à s'exprimer dans cet espace-là. Et vu que c'est décentralisé et que c'est entre guillemets anonyme, même si ce n'est pas tout à fait, disons, pour moi, je ne peux pas en déduire, disons, que ce mouvement a été phagocyté par l'extrême droite. Voilà, ce n'est pas du tout le cas. Mais par contre, les codes, en tout cas, utilisés par cet espace, on a des groupes, on est sur Facebook, c'est une plateforme, c'est un mouvement qui s'est assis, pas uniquement, bien sûr, mais qui s'assit de façon significative sur une plateforme sociale, de façon décentralisée. Eux ont simplement réussi à faire surface et à surpris les responsables politiques, tout simplement parce qu'ils ont utilisé les codes et les outils. Ils avaient les Legos en face d'eux, les éléments qui ont déjà été utilisés par d'autres avant eux, ils les ont simplement utilisés, mis en place et exploités à leur avantage. Donc pour moi, les Gilets jaunes d'ailleurs ne sont pas vraiment une surprise, vu qu'ils utilisent les mêmes codes qui ont déjà été, qui ont fait qui ont réussi auparavant. Et l'extrême droite, encore, il n'y a aucun doute là-dessus que l'extrême droite est présente dessus, mais l'extrême gauche aussi, ou d'autres mouvances politiques. Dernière chose, l'éducation à l'image, l'éducation aux médias, c'est évidemment le nerf de la guerre, notamment pour les jeunes générations qui arrivent, de faire en sorte que ceux qui vont sauter dans cette jungle informationnelle, dans cet espace dérégulé de l'information, à la majorité, qu'avant qu'ils sautent et qu'ils plongent, tant qu'on les tient un peu, d'essayer de leur faire comprendre que cet écosystème est complexe, qu'il distord la réalité, qu'il est fonction de ce que l'on va chercher, que l'impression qu'on a dans cet écosystème-là est fonction des personnes qu'on va suivre, de ce qui va être partagé par des gens qui nous ressemblent déjà, que l'on s'enferme dans des bulles informationnelles, que c'est des chambres d'écho, que les algorithmes accentuent pas ce qui est vrai, mais ce qui est choquant, ce qui est clivant. Bref, il faut qu'il y ait une véritable formation pour que ces jeunes générations qui arrivent soient outillées pour ne pas tomber dans ces propagandes qui leur sont... toutes ces propagandes qui leur sont proposées dans ce marché, encore une fois, numérique naissant. Voilà, je vous remercie, c'était très intéressant et très éclairant, notamment sur
les codes qui changent avec les générations et qui expliquent aussi que, comme vous disiez, c'était des mouvements assez, une myriade, quoi, avec des codes peut-être anciens qu'on avait, nous, de l'ultra-droite, qui sont en train aussi de muter, et notamment au sujet des réseaux sociaux, sur la nécessité de responsabiliser, peut-être avec des sanctions financières plus fortes, mais ceux qui ne jouent pas le jeu. On a vu par exemple ce matin que pour tout ce qui était retrait des contenus qui avaient un rapport à l'incitation à la haine raciale, certains réseaux sociaux traînaient des pieds. Voilà, donc il y a une action à avoir sur ça. Est-ce que quelqu'un a une autre question, monsieur le rapporteur, peut-être? Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous.